Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de la source vive, tout autour de la transition écologique des entreprises. Aujourd'hui, avec Bruno, le fondateur de la source vive, nous accueillons Nicolas Hénon, qui est président de Acts and Facts, il va nous en dire un petit peu plus après, et qui est leader People and Planet chez Boulanger. Bonjour Nicolas et bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, un titre intriguant, mais on va d'abord parler de Acts and Facts. C'est quoi ce regroupement, cette initiative exactement? Alors en quelques mots, Act and Fact, c'est une association que j'ai co-créée avec 4 amis dirigeants il y a 2 ans maintenant. L'impulse de la naissance vient vraiment d'une bascule que j'ai faite, bascule intérieure récente, parce que ça date d'il y a 2 ans. Et j'ai eu envie de me réunir avec quelques amis autour de cette responsabilité qui émergeait en moi de contribuer beaucoup plus fortement à passer le témoin à un monde meilleur et aux générations futures. Et après deux bonnes soirées d'échanges informels avec les 4 autres cofondateurs, on est arrivé à la volonté de créer cette association. Alors c'est plus qu'une association, en fait, c'est un mouvement qu'on a vraiment voulu lancer. Et l'idée, c'était de se dire, le mouvement qu'on va créer, alors les 4 dirigeants avec qui j'ai créé ça, donc dirigent tous des entreprises. L'idée, c'était pas de créer un mouvement qui venait se substituer aux synthés des entreprises, mais plutôt de créer un mouvement qui soit vraiment là pour catalyser les mises en mouvement de celles et ceux qui avaient vraiment envie d'œuvrer ensemble pour le climat et pour demain. Donc voilà, donc c'est né de cette impulse-là. Voilà. Justement, comment vous inscrivez dans la complémentarité par rapport à ce qui peut être mené sur chacune des entreprises en soi? Alors en fait, Act and Fact, c'est bien un mouvement qui est né des entreprises, qui est porté par les entreprises et pour les entreprises. Et sans les entreprises, sans les collaborateurs, sans les contributeurs, sans les dirigeants, sans les actionnaires, Act and Fact, j'ai envie de dire, n'existe pas, puisque on ne veut surtout pas se substituer à, comme je le disais en introduction. Et en fait, tout ce qui vit au sein d'Act and Fact aujourd'hui vit parce que les éléments vivent déjà dans l'entreprise. Et je m'explique par là. Aujourd'hui, Act and Fact vit sur 2 piliers. Un premier pilier qui est né en 2019, qui est éveiller les consciences, et un deuxième pilier qui est né en 2020, qui est agir. Pourquoi on a démarré par éveiller les consciences? Parce que les 5 fondateurs que nous étions, on s'était dit le vrai levier de l'action et de la performance, c'est le sens. Donc commençons par le sens, comprenons ce qui nous arrive, comprenons les enjeux qui sont face à nous, apportons un maximum de sens sur le pourquoi adresser ces sujets à fort enjeu autour de la transition écologique, et ça générera les mises en mouvement. Et du coup, les premiers rendez-vous, ça a d'abord été une convention, ensuite on a créé un site internet, des newsletters, après sont arrivés des afterworks, des dîners thématiques, etc. Et en fait, à chaque fois, ce qui émergeait de collaborateurs qui avaient envie de porter les sujets, et ensuite de diffuser tout ce qui était créé aux autres entreprises. Donc ça, c'est sur le pilier éveiller les consciences. Et très rapidement, il y a un deuxième pilier qui est né, qui est le pilier agir. En fait, courant 2019, moi j'étais encore DG de Kiebi, des collaborateurs me sollicitaient en disant, mais moi j'œuvre sur ce sujet de la transition écologique. Ça peut être l'éco-conception, ça peut être le recyclage, la réparation, les nouveaux modes de rémunération, etc. Et j'aimerais bien travailler main dans la main avec d'autres, dans d'autres entreprises, pour aller plus vite et plus loin. Et donc on s'est dit, tiens, lançons des chantiers. Et donc effectivement, on a identifié une grosse vingtaine de chantiers. Donc aujourd'hui, il y en a 12 de lancés. Et sur les 12 de lancés, il y a une moyenne de entre 10 et 27 entreprises qui contribuent dans ces chantiers, qui ont déterminé un objectif commun, un livrable commun, et qui, par le partage du savoir-faire et le faire ensemble, vont percuter plus fortement et plus rapidement ces sujets. Mais ces sujets sont déjà existants dans l'entreprise. Donc, il y a bien un catalyseur. Bruno, j'aimerais que tu réagisses par rapport à ça, en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'objectif de la source vive, la manière, la philosophie de la source vive et celle de Acts and Facts. Je voudrais te faire réagir par rapport à ça. Oui, moi, il y a une parabole que j'aime bien, qui est la parabole des cathédrales de Peggy, où en fait, Peggy raconte, et on est loin du climat, même si quand on relit Peggy, on s'aperçoit que c'est le premier à voir qu'on va avoir un souci sur ces questions-là. Et en fait, sa parabole, c'est qu'il rencontre un type qui est en train de casser des cailloux, qui est un malheureux, qui est un bagnard, qui sue, Après, il fait quelques kilomètres, il rencontre un autre type qui est en train de
de casser des cailloux, mais qui est relativement heureux parce qu'il dit, vous voyez, je casse des cailloux, mais grâce à ça, je nourris ma famille. Grâce à ça, ils iront mieux. Il fait encore quelques kilomètres et là, il voit un type hyper joyeux en train de casser des cailloux avec une force démente. Et le mec lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il dit, je construis une cathédrale. Et je pense qu'il y a là, dans la question du sens, quand on met d'abord le sens avant l'agir, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à critiquer en disant non, faut d'abord agir. Moi, je ne pense pas. Je pense que précisément quand on remet sous tension et quand on remet du sens dans son action quotidienne, on est capable d'accomplir des trucs incroyables et y compris, on est capable de sortir des tensions permanentes dans les entreprises et de réaligner tout le monde sur un objectif commun qui est l'objectif du long terme. Justement, je rebondis par rapport à ça. Nicolas, vous avez dans votre titre au sein de Boulanger le titre de Leader People et Planète. Ça veut dire quoi, ça? Alors, une toute petite précision, j'ai intégré effectivement le groupe Boulanger en janvier 2020 suite à la demande du directeur général groupe pour accompagner la transformation People et Planète. Et au vu de l'accélération forte d'Act and Fact, je suis détaché à 100% sur Act and Fact maintenant. Donc, j'ai passé le témoin de ces beaux sujets People et Planète à deux très belles personnes qui continuent l'aventure. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous en parler en toute transparence. En fait, il y avait une vraie volonté du DG Group d'accélérer ces sujets, ces transformations autour de l'homme et de la planète. Les deux sont intimement liés de toute façon. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce titre a été pris parce que j'étais vraiment là en tant qu'accompagnateur des DG des différentes enseignes, donc Boulanger, Electrodépôt, Créfel, IFI, etc., dans la réflexion sur comment venir plugger dans les modèles actuels de leurs entreprises de nouvelles briques en lien avec l'homme et avec la planète dans leur business model pour répondre aux enjeux du moment, mais aussi créer de nouvelles sources de valeur économique, financière, mais aussi humaine et environnementale. Donc, le rôle était vraiment de travailler sur le cœur de l'entreprise et de mettre ces deux sujets, homme et planète, au cœur de la stratégie. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui adressent ces sujets en parallèle de la stratégie, sauf que l'homme, la planète sont à adresser au même titre que la supply, que l'identité de marque, que le data, etc. Donc toutes ces grosses transformations et toutes ces grosses briques qui sont au cœur des modèles des entreprises doivent être traitées de la même manière pour ces sujets people et planète. D'où le titre Leader People et Planète. Voilà. Avec Bruno, on est convaincu d'une chose, c'est qu'en fait, cette transition écologique va être une formidable source de valeur et surtout une source qui va être quelque chose qui va apporter du business aussi, qui peut être vraiment un levier business pour les entreprises. Avant de faire réagir Bruno sur ça, est-ce que vous pouvez nous dire justement, vous en avez parlé, comment vous œuvrez pour que ça ait du sens et de la valeur aussi pour l'entreprise? Alors, moi, je suis pas un climatologue, je suis pas un collapsologue, je suis un dirigeant et un homme profondément humaniste, voilà. Et je crois dans la magie du et. Voilà. Quoi qu'on fasse, on peut faire vivre le et. Alors, j'ai passé une bonne dizaine d'années chez Kiebi à accompagner la transfo en alliant humanisme et stratégie. Là, j'entre dans une nouvelle ère de vie où j'ai envie de réconcilier entreprise et planète. Et quand je dis ça, je dis quoi? Je dis juste que l'entreprise est confrontée à trois choses en fait. Face à ce défi de la transition écologique, elle peut faire vivre trois éléments de manière concomitante et faire vivre la magie du et. Un, bien sûr que oui, qu'il y a des plans d'action à poser dans toutes les entreprises autour du sujet de la transition écologique pour traiter les symptômes de la planète. Il y a une urgence climatique qui fait que nous devons tous poser des plans d'action. Ça peut être en lien avec la baisse de CO2, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre. Ça peut être en lien avec la biodiversité, etc. Ça, c'est la dette. Mais, et je rajoute un et, on peut aussi très bien travailler avec les entreprises, ces sujets, pour se dire, tiens, si je traite le sujet de la réparation, si je traite le sujet du recyclage, si je traite le sujet de l'éco-conception, de l'efficacité énergétique, ça peut aussi ouvrir la voie à de nouveaux modèles d'affaires. Et des nouveaux modèles d'affaires qui soient créateurs de valeur économique et financière pour permettre à l'entreprise de continuer à générer de la valeur pour comment dirais-je, pour être pérenne. Nos entreprises ont besoin d'exister. Et tout en traitant les symptômes de la planète, on peut aussi imaginer de nouveaux relais de création de valeur. Et il y a un troisième et,
qu'en adressant ces sujets au bon niveau, on va aussi demain éviter des taxations qui vont tomber tôt ou tard. Donc l'évitement de taxation plus la nouvelle création de valeur plus la dette monumentale de prendre soin de la planète fait qu'au bout du bout, il y a une vraie source de création de valeur additionnelle, humaine, écologique, économique, financière, environnementale. Donc oui. Je vais rebondir, Bruno, là-dessus, parce qu'on est en plein dedans, Bruno. Oui, moi je pense qu'il y a c'est le terme un peu anglo-saxon barbare de strand assets, qui sont un peu je sais pas comment on appelle ça, les actifs bloqués ou les assets, les actifs dormants, qui sont vraiment tous ces actifs hypercarbonés qui valent plus rien et qui constituent une bulle. C'est une manière très concrète de voir ça, mais il y a une manière qui est encore plus forte. Et moi, j'aimerais bien avoir ta réaction, en tant qu'ancien dirigeant de Kiabi, c'est de voir des modèles comme Vinted qui deviennent des modèles qui permettent, je sais pas, d'avoir une deuxième vie du vêtement, après, je sais pas si ces modèles sont vertueux, performants ou ainsi de suite, mais c'est quand même marrant, c'est quand même des trucs qui arrivent, qui étaient difficilement imaginables il y a, à mon avis, 5-10 ans, et qui arrivent très fort, très vite. C'est une très très bonne remarque, Bruno. Si on reprend les 6 R, alors ils étaient 3 à l'origine, réemployer, recycler, réparer, mais on oublie renoncer, réduire et régénérer. Comme ça, on a nos 6 R. Si on regarde tout ce qui se passe en termes de création d'entreprises, de start-up, mais pas que, depuis réellement 4-5 ans, elles sont toutes en train d'émerger autour de ces 6 R. Donc les applications qui apparaissent aujourd'hui pour mieux choisir ses produits, pour mieux consommer, ça répond d'une certaine manière à réduire et renoncer à certains produits. Toutes les applications de réparation qui existent aujourd'hui. Vinted est une application de réemploi. Et effectivement, je m'étais amusé à faire une cartographie et au bout d'une centaine de nouveaux modèles d'affaires et nouvelles entreprises, nouvelles startups identifiées, je me suis arrêté. Après, il y a un élément qui est important pour moi, c'est que beaucoup de ces nouvelles entreprises qui émergent coupent la relation du client avec sa marque initiale. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à adresser aujourd'hui. Vinted est un modèle tout à fait intéressant, mais Vinted ne remet pas le client en relation avec sa marque initiale. Il adresse juste une problématique de pouvoir d'achat et de baisse de CO2 au travers d'une vente qui se fait ci-tout-ci. Donc, je pense que les entreprises ont un beau jeu à adresser pour entrer de plein pied dans cet univers de la seconde vie, pour proposer à leurs clients de vivre une expérience aussi belle dans le monde de la seconde vie que ce qu'ils proposent dans le monde de la première vie. C'est ce que sont en train d'essayer de faire d'ailleurs le Printemps et les Galeries Lafayette en essayant justement d'entrer de plein pied, ce qui peut paraître assez bizarre dans cette logique-là. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un challenge pour les entreprises, les marques, on va dire, de manière générale, de reconquérir leurs clients sous cet axe-là? Au-delà de… Voilà, la réponse, oui, elle va être courte. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comment? Comment c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment chaque entreprise aujourd'hui, quel que soit son secteur d'activité, prend ces 6 R, donc renoncer, réduire, réparer, réemployer, recycler et régénérer, les pose sur la table, les met au cœur de sa stratégie d'entreprise et arrête de les voir potentiellement comme une contrainte ou un risque de taxation qui va arriver tôt ou tard, mais bien comme un vrai espace à la fois attendu par la planète. La planète, elle s'en fout, elle va avancer sans nous, mais quoi qu'il en soit, ces 6 enjeux, si on les adresse, on contribue à la baisse du réchauffement climatique, et en se disant, bah tiens, mon entreprise a des vraies plus-values, a des vrais apports, a des vraies singularités dans le monde de la première vie sur plein de sujets. Comment je peux imaginer une singularité sur tous ces sujets dans le monde de la seconde vie? Mais tant que ce sujet n'est pas posé au cœur de la stratégie d'entreprise, on n'y affectera pas les bons people, les bons invests, les bons process, les bons outils. C'est comme n'importe quel sujet. S'il n'est pas mis au cœur de la stratégie, s'il n'est pas mis au cœur des comités de direction avec un représentant, le sujet ne peut pas être adressé au bon niveau stratégique. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fait des grandes avancées, des grands pas en mettant ce sujet au cœur
cœur de la stratégie. Je pense à Boulanger, oui, à ADO, à Decathlon et d'autres belles entreprises qui sont déjà en train de positionner le sujet au bon niveau de stratégie. Alors, il y a un mot qui me semble hyper important dans les CR, c'est renoncer. Et je voudrais entendre Bruno sur ça, parce qu'on en parle beaucoup, Bruno, comme quoi les entreprises vont devoir à un moment donné avoir cette conscience du renoncement pour justement pouvoir avancer. Je pense que c'est d'abord une démarche personnelle. Et c'est-à-dire que il est probable que les entreprises renoncent à des secteurs d'activité quand elles-mêmes auront fait un travail personnel, et les dirigeants, les employés, sur il y a des choses qui s'acceptent. Et moi, il y a un exemple que je donne souvent qu'on peut considérer comme atypique, mais moi, je pense que ça fait partie du succès de Biocop. Prenons une marque comme Biocop. Biocop a renoncé à vendre de l'eau minérale en bouteille. Et les dirigeants l'expliquent, c'est-à-dire qu'ils disent au moment où on l'a fait, on nous a tous pris pour des fous, et c'était un peu fou. Pour autant, ça a participé au succès d'une forme d'authenticité, et donc moi c'est peut-être mon côté boy scout, mais j'ai quand même l'impression que quand les entreprises renoncent à certaines choses et quand elles ont l'impression de se sacrifier, le consommateur à la fin leur reconnaît ça, leur reconnaît cette légitimité. Donc ce qui peut être vu comme une perte de valeur à très court terme, il y a un formidable cashback de la part du consommateur, de l'entreprise, et ainsi de suite. Et tout ça fournit très bien. Et ça arrive en permanence. Quand Keller, chez Engie, a renoncé au charbon, elle a fait un travail formidable pour son entreprise. Et même si les actionnaires n'ont pas été reconnaissants à court terme, il est hautement probable qu'à horizon 5-10 ans, ils seront extrêmement contents d'avoir une dirigeante qui les a débarrassés de mines à charbon, qui étaient en particulier celle qui était en Australie, qui était une catastrophe absolue. Donc oui, ça passe par le renoncement, mais je pense que c'est d'abord une démarche quasi individuelle, enfin de prendre conscience et de changer de braquet. Et probablement, c'est un des sujets qu'on n'a pas abordé, mais je pense que la question du climat modifie le rapport au temps. C'est-à-dire que on doit passer d'un capitalisme ou de modules de reporting financier qui étaient à la semaine, au mois ou au trimestre, à des enjeux plus quinquennaux, pour prendre des termes soviétiques. Alors, il y a cette question, effectivement, Nicolas, de la temporalité qu'aborde Bruno. Comment on s'inscrit dans cette nouvelle temporalité? Parce que vous l'avez dit, il y a les actions court terme, long terme, il y a les lois qui tombent les unes après les autres, qui vont arriver plus vite qu'on l'imagine, en fait. Donc, comment on fonctionne dans cette temporalité, cette nouvelle temporalité? Là, Patrick, tu poses un sujet schizophrénique, en fait. Parce que alors c'est très très difficile de répondre à cette question, en fait. Mais je vais y répondre, hein, mais en fait, si on prend la temporalité du vivant, on a très peu de temps. Parce que les accords de Paris qui nous guident vers une neutralité carbone à horizon 2050, il y a du débat sur cette notion de neutralité carbone, nous invite à avoir un point de passage en 2030 aux alentours de moins 50 de réduction d'émissions de CO2. Sur un niveau de croissance qui sera à zéro. Parce que si on part sur des croissances à plus 10, plus 1, plus 30, l'effort est encore plus important à réaliser. Les trajectoires sont encore plus importantes. Donc si on prend cette analyse-là, si on veut être à un point de passage en 2030 à plus de moins 50% d'émissions de CO2, c'est demain matin. Et on sait très bien que transformer une entreprise, ça se fait pas en 18 mois. On vient toucher à des éléments très structurants du socle des entreprises. On va parler du produit, on va parler de la supply chain, dans lequel il y a le transport, on va parler des bâtiments sur lesquels il faut investir pour l'efficacité énergétique, on va parler ne serait-ce qu'organiser la collecte des produits pour les récupérer, pour pouvoir les recycler. Éco-concevoir un produit, ça prend beaucoup de temps. Et entre le moment où je l'éco-conçois, le moment où je le mets en production et au moment où je le récupère pour le réparer ou récupérer la matière première qui est dedans, il peut se passer pour certains produits 10 ans si on prend l'électroménager. Donc la temporalité du vivant, c'est on a 36 mois pour réellement percuter nos modèles, si on veut être dans un point de passage cohérent en 2030. Après, l'élément aujourd'hui majeur, c'est de savoir quels sont les investissements que les entreprises peuvent affecter
à cette transformation, sur 100 € à investir dans une entreprise, le réflexe naturel aujourd'hui, c'est d'investir 80-90%, voire 100% pour certaines, dans l'ancien modèle, parce que on a des moyens de mesurer la création de valeur de cet investissement qui sont qui existent depuis plus de 100 ans et qui sont faciles à mesurer aujourd'hui. Par contre, mettre 1 €, 2 €, 10 €, 50 € sur les 100 à investir sur l'efficacité énergétique, sur l'énergie renouvelable, sur un business model de réparation, sur du recyclage. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de difficultés à mesurer le retour sur investissement économique. Et CO2 également, puisque tous les outils sont pas encore existants. Je prends juste un exemple. Si une entreprise n'a pas réalisé l'analyse de cycle de vie, l'ACV, de son produit, elle est incapable aujourd'hui de dire clairement l'économie de CO2 qu'elle pourrait faire si elle améliore ce produit. Et rien que faire des ACV, on parle de dizaines de millions d'euros par entreprise à investir. Donc, la temporalité du vivant, c'est très court terme. La temporalité de transformation d'entreprise, on est plutôt sur des temps entre, si on prend les bascules de culture, la recherche, l'investissement et le retour sur investissement, on va plutôt sur une durée de 5-7 ans à mon avis. Mais les deux vont se rejoindre. Et je disais sur votre plateforme qu'il y avait vous parliez de technologie, je crois. La technologie va aussi, je pense qu'entre l'intelligence humaine, le réflexe humain, l'intelligence des dirigeants, des actionnaires, des collaborateurs et la capacité à travailler en intelligence collective et la technologie et un zeste de la planète qui va aussi se dire bon allez, ils font des efforts, je vais le faire, en faire aussi. On peut encore espérer un peu. Voilà. C'est ça, le sujet il est vraiment là, je dirais, c'est le moment où toutes les courbes, toutes ces nécessités finalement se rejoignent. Bruno, par rapport à ça? Et moi, j'aimerais bien, je crois que dans ton expérience, tu as eu une expérience d'entreprise libérée, où le terme est un peu bizarre, mais une entreprise proche de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'expérience de l'entreprise libérée, qui en plus, je pense, il me semble que l'entreprise Kiabi était quand même plus performante que la moyenne, hein, on peut le dire, qui était même une des entreprises qui a le mieux et le plus rapidement réussi cette transformation digitale avec des logiques. Et moi, j'invite tous les gens qui veulent faire une expérience à aller dans un point de vente Kiabi pour regarder ce que c'est, y compris qu'en manque d'un modèle. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette entreprise, c'est l'implication des collaborateurs qui poussent à chercher, et ainsi de suite. Et donc, comment, au bout d'un moment, l'entreprise libérée peut aider à faire prendre conscience. Et donc, ma question sous-jacente là-dessus, c'est est-ce que l'urgence climatique impose de réinventer les modèles managériaux? Là encore, c'est une très très bonne question. Alors, moi, je crois profondément en ces processus d'entreprise responsabilisante, plus qu'entreprise libérée. Et effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. À partir du moment où le collaborateur a un sens profond de ce que l'entreprise veut porter et vivre, il voit clair dans la stratégie de l'entreprise. Alors, sens profond qui peut être au travers d'une vision d'entreprise, une stratégie qui est forcément la traduction de la vision. Et donc, si le collaborateur a une vision, a une stratégie, et l'idéal étant de co-construire avec lui, hein, ça va de soi. Et si en plus il est dans une entreprise où la valeur de la confiance et de la subsidiarité existe vraiment, derrière ça génère une puissance de mise en mouvement bien plus importante que dans des processus verticaux standards. Donc là, ma réponse elle est juste pour dire qu'effectivement on va aller beaucoup plus vite si on a 100% des collaborateurs engagés dans cette transformation. Et pour qu'ils s'engagent, il faut mettre en place un processus, pour reprendre tes mots Bruno, d'entreprise libérée. Voilà. Un cap commun co-construit, un environnement de bien-être et des organisations qui permettent à chacun de s'exprimer librement. Donc subsidiarité et organisation matricielle. Ça c'est un sujet, mais qui est plutôt à dire oui, mettre en place ces processus d'entreprise libérée va permettre une mise en mouvement individuelle et donc collective beaucoup plus rapidement. Après, il y a une autre question qui est quand on voit la profondeur de changement qui est à réaliser, est-ce qu'il n'y a pas certains sujets sur lesquels il faut être très vertical?
Je prends un exemple entre inviter, je prends un exemple, dans une stratégie, on écrit, voilà, on veut réduire de 70% nos émissions de CO2 liées au transport. Et on met un processus d'idéation, un processus de responsabilisation, etc. Et il y a des actions qui émergent et qui vont contribuer à cela. C'est une très bonne chose, ça va probablement porter ses fruits, mais on sait très bien que si les entreprises demain arrêtent l'avion, c'est sur 100 tonnes de, enfin, sur 100 tonnes de CO2, ça va représenter 90 tonnes des CO2 émis sur le transport. Et il y a des décisions verticales qui pourraient être beaucoup plus efficaces en disant on arrête l'avion du jour au lendemain sans passer par l'intelligence collective. Donc je pense que il faut jouer sur les deux tableaux. Il y a des décisions qui doivent être verticales et non négociables parce qu'on sait que ça aura un impact très très fort et très très vite, tout en parallèle conduisant ces processus d'entreprise libérée pour rendre chacun acteur de cette transformation. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Bruno. Du coup, oui. Oui, totalement, totalement. Alors, sur cette question d'entreprise libérée, puis surtout de processus managériaux, on le voit que c'est quand même ce qui est difficile à faire changer aujourd'hui. Parce que ça soit n'importe quel type de transformation au sein de l'entreprise, on voit qu'il y a une vraie question autour du management et de ses process. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire bouger ça? C'est-à-dire qu'on parle maintenant de toutes les entreprises qu'il va falloir accompagner. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire bouger ça? Et est-ce que quelque part, c'est pas une remise en cause encore plus profonde qu'il faut engendrer? Pardon, quand tu dis bouger ça, Patrick, Tous les processus managériaux, parce que il y a beaucoup de bonnes intentions, mais tant que les lignes ne sont pas, je dirais, carrément détruites, pour être très clair, on se rend compte que finalement, les bons vieux réflexes reviennent toujours. Donc, comment on arrive à être beaucoup plus vertical, d'ailleurs, sur ce type de décision, c'est-à-dire foutre en l'air les lignes managériales? Toutes ces entreprises qui se sont transformées, il y a de très belles réalisations, partent d'un précepte qui est que ce mouvement de transformation doit être porté et incarné par un actionnaire et un dirigeant. Pour peu que ce soit le même, ça facilite encore plus la tâche. Mais effectivement, là on est dans les 3 P, permission, c'est les 2 P et le A, pardon, il faut une permission, il faut une protection, il faut une ambition. Et effectivement, s'il n'y a pas cette permission et cette protection d'oser une transformation profonde, jamais on atteindra une ambition en lien avec transformation digitale, une transformation environnementale, etc. Donc le point de départ, c'est ça, Patrick. Est-ce que l'actionnaire et le dirigeant sont alignés à 200% sur cette permission et cette protection d'oser une transformation profonde? Et comment on engage au mieux les collaborateurs? On a vu que la co-construction, ça fonctionne très bien, mais il y a une crainte qui émerge un petit peu, qui est de se dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de fatigue, comme on a la digital fatigue? Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un bon équilibre à trouver pour qu'on ne se retrouve pas avec cette histoire aussi de transition écologique fatigue, à en permanence demander aux collaborateurs d'être acteurs de ce sujet? Encore une fois, c'est une très très bonne question. Une chose est sûre, c'est que les rythmes de transformation des modèles d'entreprise sont de plus en plus courts. Avant, dans les années 50, on était sur des modèles qui tenaient 15-20 ans. Ensuite, on est arrivé sur des modèles qui tenaient 7 ans. Maintenant, on est plutôt sur des rythmes où les modèles tiennent 3-4 ans, 5 ans maxi. Donc, effectivement, on est quasiment dans des relectures permanentes et roulantes et des stratégies des entreprises. Pas de la vision, d'accord? La vision, ça reste un outil inspirationnel à 5, 7, 10 ans. Mais les relectures stratégiques sont quasiment roulantes. Il se passe tellement de choses, ça va tellement vite. Et il est important que les entreprises aujourd'hui posent des organisations qui garantissent une vraie résilience dans la capacité à adresser les sujets stratégiques. Maintenant, effectivement, dans le bout de la chaîne, quand je prends toujours cette image, quand un dirigeant tient une corde et qui tourne sur place, au bout de la corde, les personnes courent. Donc, il y a des personnes qui ont beaucoup d'opérationnel dans les mains, effectivement, sont amenées à devoir délivrer de plus en plus. Donc, du coup, on revient sur ce qu'on disait en introduction tout à l'heure, dans ce pilotage stratégique, tout ne peut pas être piloté au même niveau, au même niveau d'enjeu.
Il y a un énorme exercice maintenant de priorisation et d'agilité. Donc c'est vraiment on en parle. Bon, c'est deux mots qui peuvent paraître parfois assez galvaudés, mais comment on adresse ces sujets de priorisation et d'agilité dans les entreprises, qui vont être la clé pour moi pour que le collaborateur ne s'essouffle pas, ne s'épuise pas, ne rentre pas en burn-out ou en over-out, parce qu'il y aura tellement de sujets à adresser. Il faut pas oublier une chose, hein, quand vous êtes dans des processus d'entreprise libérée, parce que le collaborateur gagne profondément en sens dans ce qu'il réalise au quotidien, parce que le collaborateur a du pouvoir de décision et d'action, et qu'en plus ces actions contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux, qui est une stratégie, il y a une forme d'enthousiasme, d'énergie de dingue qui se génère déjà naturellement. Et si vous venez mettre en plus là-dessus une pluralité débordante stratégique, effectivement, ça peut emmener les entreprises dans le mur. Donc, continuer à travailler profondément sur le sens, travailler très fortement sur la reconnaissance, qui est pas que financière, hein, c'est du et à côté de ça, être au contact permanent de son entreprise, proche du terrain, et pas des outils de mesure Excel ou autre, hein, proche du terrain pour ressentir les niveaux d'émotion, les niveaux de fatigue, et mettre beaucoup de priorisation et d'agilité, quitte à arrêter des choses qui ont démarré 3 mois avant, et parce que ça fait plus sens, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on a le droit de se planter et de se dire, justement, c'est l'agilité. Bruno, par rapport à ce sujet de l'humain vraiment et comment l'humain va être au cœur de ce dispositif et qu'il ne faut pas qu'il soit fatigué par tout ça et que l'accompagnement se fasse de manière logique. Je pense qu'une entreprise, c'est des hommes et des femmes. C'est aussi bête que ça, hein. Même une entreprise extrêmement technologique comme Google, le mal-être des 100 meilleurs ingénieurs de Google, il y a plus de Google dans 5 ans, hein. Donc il y a enfin, une entreprise, c'est juste des gens. Donc si les gens vont bien, tout va bien. Si les gens vont mal, tout va mal. Enfin, mais j'enforce une porte ouverte. Mais je pense que ceci dit, le point, c'est que dans des moments de tension où on voit qu'on a une tension qui a un peu fatigué les organisations avec les enjeux de transformation digitale, on voit que maintenant on a des enjeux de transformation qui sont puissance 10. Il va falloir emmener les gens qui composent les organisations, et la seule manière de les emmener, c'est d'être un peu responsable et en se disant, en fait, la bonne nouvelle dans l'histoire du climat, c'est que a priori, on habite tous sur la même terre. Donc, a priori, on est alignés sur le même objectif. C'est-à-dire que l'impact de CO2, on le vit tous plus ou moins de la même manière. Quand vous êtes précaire, vous voulez plus mal parce que les injustices font que vous êtes vraiment confrontés aux enjeux du climat et vous touchez du doigt la dégradation de l'environnement très très proche. Mais à la fin, la disparition du vivant, on la subit tous. Donc ça permet de réaligner tout le monde dans le bon sens. Nicolas, justement, on va parler un peu de perspective pour terminer. Comment vous anticipez, comment vous voyez les choses et comment vous essayez de mieux appréhender la suite de ce qu'il faut mettre en œuvre? Alors, moi, je suis plutôt un optimiste activiste. Donc je suis plutôt confiant parce que pour plusieurs raisons. Un, je sens qu'il y a un vrai mouvement de fond depuis 18 mois, alors certains s'y sont pris avant, hein, d'actionnaires et de dirigeants qui font leur bascule petit à petit et qui positionnent ce sujet de la transition écologique au bon niveau stratégique, sans oublier qu'ils ont des entreprises à faire tourner avec des réponses besoins clients à apporter. Et voilà. En tout cas, ça c'est le premier point. Et il n'y a pas une journée où je vois pas une bascule se passer chez un actionnaire, chez un dirigeant. Donc ça c'est le premier point de. Deux, on a un mouvement de fond des citoyens qui sont dans les entreprises, le citoyen et le collaborateur, d'une envie, d'une recherche d'agir. Alors, peu de personnes savent comment réellement pouvoir agir à la fois dans son foyer, mais aussi dans l'entreprise. Mais les choses vont se dessiner assez rapidement, puisque quand on voit le nombre d'associations, quand on voit le nombre
d'accompagnement stratégique, quand on voit le nombre de fondations, quand on voit le nombre de webinars, de conférences, etc., autour du comment agir pour baisser son impact CO2. Il n'y a pas que le CO2, mais en tout cas, c'est le principal. Je pense qu'on va très, très vite éclairer tout cet écosystème de citoyens et de collaborateurs qui veut agir pour pouvoir agir. Donc, la permission de protection commence à grandir fortement. Et 2, l'écosystème, pour mettre en œuvre toutes ces actions, attend qu'une chose, en fait, c'est de pouvoir agir. Et il y a une troisième chose, c'est que on est dans un monde qui est de plus en plus matriciel, et c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc on sort du silo, on sort du vertical. On a enfin compris que ensemble, le dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, pour moi il est faux. C'est ensemble on va plus vite et ensemble on va plus loin. La société aujourd'hui, avec les outils, avec les actes réflexes, avec les nouveaux paradigmes de cette société, on est capable ensemble d'aller plus vite et plus loin. Donc pour ces 3 raisons, moi je suis plutôt confiant. Maintenant, ce qui me fait douter, ce qui m'envoie un petit peu de sentiment de peur, c'est est-ce qu'on est au bon niveau de ressenti de l'urgence, en fait. Voilà. On n'a pas 10 ans pour faire tout ça, on a 3-5 ans pour faire tout ça. C'est le seul petit point de vigilance que je garde et sur lequel je continue de passer les messages en disant on est plutôt dans la bonne direction, maintenant il faut se mettre à la bonne vitesse. Bruno, par rapport à ce sujet, je crois qu'il est quand même essentiel, effectivement. Le sujet de l'accélération, du passage à l'échelle. Exactement, les deux. Je pense qu'on est le coronavirus nous fait passer à l'échelle, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on a tous fait dans nos vies l'expérience de ce qu'un truc incroyablement petit pouvait montrer la fragilité de nos systèmes et le fait qu'on devait changer 2-3 choses. Donc, et si je puis me permettre un petit truc provoquant, on a aussi vu, et c'est le paradoxe, au moment où tout le monde dit qu'il faut plus de détails et ainsi de suite, que les chaînes alimentaires ont tenu parce qu'il y avait du retail. Hein. Si les chaînes alimentaires avaient été gérées par le ministère de l'Agriculture, je suis pas sûr que tout le monde avait un truc dans son assiette le soir. Donc, c'est juste pour dire que les gens sont très critiques sur le retail en général, mais avec cette expérience grandeur nature, on a vu des organisations se réinventer, tenir le choc, à part quelques ruptures de stock sur la farine et du papier toilette liées à des comportements un peu bizarres de nos concitoyens, le truc a tenu. Hein. Enfin, c'est incroyable, mais ça a complètement tenu. Alors que les frontières étaient fermées, alors que les stocks tampons sont pas massifs dans l'alimentaire, alors il y avait plein de raisons pour que ça marche pas, et ça a formidablement tenu. Donc ça montre une capacité de résilience des systèmes qui est probablement plus grande que ce qu'on imagine quand l'entreprise se libère de facto. Parce que dans le retail alimentaire, même des entreprises qui n'étaient pas du tout libérées, ont pratiqué des grands principes d'entreprise libérée en 48 heures parce qu'il y avait plus de management, tout simplement. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais parce que la nécessité fait loi et que du coup, on a laissé les gens faire en disant débrouillez-vous et vous trouverez une solution, et ça a marché. Alors, juste pour terminer, c'est intéressant ce sujet parce que est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se rendre compte que les entreprises deviennent d'autant plus moteurs de cette transition écologique lorsqu'elles se resynchronisent avec les enjeux de la société? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, moi j'aime à dire que l'entreprise, c'est un organe vivant avant tout. Bruno disait qu'il est composé d'hommes et de femmes. Bah oui, c'est un organe qui est extrêmement sujet à l'environnement autour de lui, et aujourd'hui à l'environnement écologique aussi. Et au-delà du rôle économique et financier sur lequel on se concentre trop et trop souvent, on est en train de se rendre compte que l'entreprise va avoir de plus en plus un rôle sociétal, et je parle là en l'occurrence avec un gros focus sur l'inclusion, un rôle de plus en plus local,
Pierre Giorgini, dans son bouquin, parle d'endocontribution. Les entreprises vont de plus en plus amenées à travailler avec tous les écosystèmes locaux pour créer de la valeur locale. Et puis on voit que l'entreprise a aujourd'hui un rôle environnemental. Donc, ce n'est plus une simple entreprise qui génère de l'économique et du financier, mais depuis longtemps, on s'en rend compte enfin aujourd'hui, et c'est accéléré par la crise Covid, que l'entreprise entre de plein pied dans sa responsabilité sociétale et environnementale. Et puis, j'ai envie de nous inviter à beaucoup de confiance, beaucoup d'audace, et parce qu'il faut vraiment oser notre transformation perso et les transformations des entreprises, parce que je pense qu'on a de très très belles choses à vivre. Voilà. Merci Bruno et puis merci Nicolas d'avoir accepté de répondre au podcast de la Source Vive. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.